BFM Business, BFM Crypto, les pros. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est les pros des cryptos, soyez les bienvenus. Guillaume Sommerer profite du beau temps, mais rassurez-vous, il sera de retour vendredi prochain. Au sommaire cette semaine, des arnaques, beaucoup d'arnaques, on va voir qu'elles sont massives et bien organisées. Et surtout, on va vous donner des conseils pour les éviter. Et puis, on partira regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. On parlera de politique et de régulation et on verra que les deux peuvent s'entremêler et ça commence à en agacer certains. Enfin, à la question du jour, le fait que Donald Trump, on l'a encore vu cette semaine, soit de plus en plus favorable à l'écosystème crypto. Pour vous, c'est favorable à l'écosystème ou alors défavorable ou alors tout simplement ça ne change rien. Vous avez voté sur X et on va en parler ici. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Directrice de la stratégie chez Deblock. Et puis il y en a un qui vient ici aujourd'hui à BFM, qui vient mais spécialement pour fêter son anniversaire. Joyeux anniversaire Owen. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher et CEO de Meria. Nous sommes aussi en ligne avec Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Pour un point d'analyse du marché crypto, analyse technique, Vincent, ça tombe bien que vous soyez là parce que je vous ai eu sur cette antenne mardi dernier, on était ensemble, je vous avais demandé si la correction était terminée. Et vous m'aviez dit, on était autour des 63 500 $ sur le Bitcoin, vous m'aviez dit, les 67 000 $, j'y crois en cette fin de semaine. Malheureusement, on est aux alentours des 63 000 actuellement. Mais la semaine crypto ne s'arrêtera que dimanche, Vincent. On est à près de 3% de hausse aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore y croire ? Est-ce qu'Owen va passer son week-end d'anniversaire avec un Bitcoin dans le vert, Vincent ? Alors écoutez, oui, effectivement, le cours du Bitcoin a démarré ce que moi j'appelle la quête de son point bas, pour le goût un peu de l'aventure, la quête de son point bas depuis le début du mois de mai, en fait même depuis la session boursière du 1er mai. Alors c'est-à-dire qu'il cherche à interrompre une phase de correction, alors pas une phase de correction annuelle, mais une phase de correction qui a démarré, souvenez-vous, le 13 mars dernier, session boursière où à l'époque il avait inscrit un nouveau record historique, un peu au-dessus de son ancien record historique, autour des 74 000 $. Alors, depuis le 13 mars, c'est 25% de correction qui se sont déployés et depuis le 1er mai, Bitcoin cherche à valider un creux entre 55 000 et 60 000 $. Il a fait un bottom, un point bas vers les 56 500 $. Alors moi, sur le plan graphique, je trouve que la reprise depuis le 1er mai, déjà personne ne l'attendait. Je trouve qu'elle a de la structure, je la trouve convaincante et j'ai envie d'y croire tant qu'on tient le support des 61 000 $. Alors maintenant, effectivement, je vous en parlais mardi, il fallait transformer l'essai de la stabilisation en un réengagement de la tendance haussière, en fait pour parler simplement d'un dépassement de résistance. Et cette résistance, alors pas 67 000, mais je la situe entre 65 500 et 66 000 $. C'est cette résistance qu'il faudrait être capable de franchir sur la base d'une clôture journalière pour réengager au minimum le record historique des 73 000 $. Donc, pour le moment, nous n'y sommes pas, voilà, mais moi j'y crois tant qu'on préserve 60-64. Maintenant, soyons quand même clairs, si Bitcoin devait faire un choix technique aussi, et moi je pense qu'il le fera, c'est simplement une question de temps, mais je pense qu'il le fera ce mois de mai, et si Bitcoin doit faire ce choix technique aussi en termes de timing, cela se fera forcément avec l'aval de la macroéconomie américaine et peut-être, cher Amaury, mais je sais que vous allez en parler beaucoup sur votre antenne, peut-être dès mardi, mercredi prochain, avec de bonnes nouvelles sur la désinflation américaine. Évidemment, on suivra tout ça, Vincent. On verra si le Bitcoin, comme vous dites, fait le choix technique haussier en ce mois de mai. On suivra ça avec vous dans quelques jours. Merci d'avoir été avec nous, Vincent, analyste financier indépendant. Claire Balva. Claire, c'est souvent, trop souvent la même chose, hein. Un faux site d'investissement crypto, ou pas forcément, d'ailleurs incroyable, qu'aurait réalisé une personnalité. On l'a vu avec Élise Lucet, Kylian Mbappé, etc. Mais chut, faut surtout pas que la méthode soit révélée par le grand public. Ça existe depuis plusieurs années, hein, et évidemment, ce sont des fausses publications, des arnaques, et tant qu'elles existeront, il faudra les dénoncer. Et malheureusement, ça existe encore, hein, comme l'explique un rapport de la société d'analyse Nameshield qui est sorti récemment. Oui, c'est ça. Alors, ce sont des arnaques qui exploitent plusieurs filons, en fait. Et donc, elles s'appuient souvent sur l'image d'une personnalité qui est connue et souvent d'une personnalité qui est appréciée des Français. On l'a vu, donc, vous parliez d'Élise Lucet, mais il y a aussi eu Jamel Debbouze, Kylian Mbappé, enfin, il y en a eu plein. Elles s'appuient aussi souvent sur l'image rassurante d'un média bien connu. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez être attiré sur ce que vous imaginez être un article du Monde ou un article de Libération, par exemple. Souvent, ce sont des sites qui sont assez bien faits. Ce sont des jolies imitations avec des articles qui expliquent que Élise Lucet, par exemple, a trouvé une méthode incroyable d'investissement, mais que le gouvernement ne veut pas que ça se sache et qu'elle risque sa carrière si elle en parle, etc. Alors, ce qu'il y a de nouveau, en plus, dans ces arnaques désormais, c'est qu'il y a une utilisation de l'intelligence artificielle pour générer des vidéos, des fausses vidéos, où on voit cette personnalité
qui parle. Alors évidemment, tout ça est généré par intelligence artificielle, donc c'est ça ce n'a qu'on jamais appelle eu lieu. des deepfakes, c'est ça? C'est ça. Donc si jamais vous doutiez de l'article en y allant, en fait vous voyez cette vidéo, vous voyez cette personnalité qui vous parle de cet investissement magique, ça vous semble vrai, et donc ça ajoute un nouvel échelon de crédibilité à ces arnaques-là. Ça marche encore malheureusement. Derrière, ça vous invite à investir. Souvent, c'est en crypto-monnaie. Et donc, il y a plein de personnes qui se font avoir. Et évidemment, ça fait des années que ça dure. C'est toujours dénoncé. Ce qu'on a vu arriver cette semaine dans un rapport de la société Nameshield Group, c'est qu'on se rend compte que ces arnaques, en fait, sont disponibles en kit. C'est-à-dire que vous avez accès sur le web, si vous cherchez bien. Il y a des kits pour les mettre en place, c'est-à-dire voilà, on vous donne une sorte de manuel pour pouvoir les reproduire à l'infini. Il y a une sorte de manuel, mais surtout il y a toute une série de fichiers qui vont vous permettre de déployer ces faux sites extrêmement rapidement. Et donc c'est pour ça que ces arnaques se multiplient. C'est qu'en quelques clics, vous pouvez déployer ces arnaques-là avec un WordPress, etc., pour imiter le site d'un média classique, pour inciter les gens à investir dans des produits frauduleux. Et puis ensuite, c'est toutes les méthodes d'arnaque traditionnelles, c'est-à-dire que on vous fait croire que vous avez gagné un peu d'argent, on gagne votre confiance, vous avez un faux conseiller au téléphone, etc. Et donc, ce sont des méthodes qui malheureusement se répandent, donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus, toujours bien vérifier les URL, les adresses exactes des sites. Pas se fier généralement. Voilà, c'est des arnaques qui vont beaucoup attiser la curiosité des téléspectateurs en disant voilà, la France ne veut pas que vous sachiez ceci, ce sont des méthodes secrètes d'investissement. Donc on va vraiment vous inciter à cliquer. Et puis parfois même, il y a des méthodes assez grossières où on va voir une personnalité, par exemple, avec un cocard, avec des policiers, les menottes derrière le dos, en disant que voilà, elle révèle des choses qui sont inconnues. Des images un peu choc pour attirer. Voilà, exactement, qui vont attirer le clic, mais qui malheureusement fonctionnent encore. Bon, et attention, parce qu'il y en aurait près de 700 des sites comme ça en France. Et clair, on voit que ces dernières semaines, ça s'est pas mal développé, ça a encore augmenté. Pour quelles raisons? C'est quoi? Ça pourrait être dû au halving, un regain d'intérêt du grand public pour les cryptos? Oui, alors c'est possible. Déjà, ce qu'on voit dans les dernières semaines, c'est que les personnes sont de plus en plus intéressées par les cryptos, donc forcément, ça donne encore plus envie d'aller investir dans ce type de produit. Et puis, encore une fois, cette facilité de déploiement de ces arnaques-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est faisable en kit, à partir du moment où ça devient très facile de générer des fausses vidéos avec l'intelligence artificielle pour faire croire aux gens que Jamel Debbouze ou Jean-Jacques Goldman a investi dans ce produit magique, bah forcément, on voit ces sites se multiplier. Alors, ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est est-ce que ça marche derrière? C'est-à-dire derrière le nombre de sites, combien de gens investissent vraiment, et là il faudrait tout simplement des moyens pour les services de police-justice qui vont enquêter sur ces arnaques-là. Owen, dans quelques instants vous allez nous donner un petit peu vos astuces, vos conseils pour éviter ces arnaques-là, mais toujours dans la série des arnaques justement, on parle cette fois-ci de casinos décentralisés, hein. Ça s'est passé la semaine dernière, un homme de 26 ans a été arrêté aux Pays-Bas, il est soupçonné d'avoir organisé ce qu'on appelle un rug pool, voilà, vous allez nous expliquer ce que c'est, sur la plateforme Z Casino. On parle quand même de quasiment, même un peu plus de 11 millions d'euros qui ont été saisis dans le cadre de l'enquête. Pour démystifier un petit peu ce terme, un rug pool, c'est partir avec la caisse. Il y en a plusieurs types. Celui qui du jour au lendemain ne répond pas et part avec la caisse. Et il y a des soft pools qu'on appelle des soft rug pool, qui vont être en fait le fait de finalement j'ai pas réussi à livrer ce que je vous avais promis. J'ai essayé, j'ai tout fait pour, mais je n'y arriverai pas. Désolé, merci d'avoir essayé, merci d'y avoir cru. Pour faire très simple, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est que quand on investit dans un jeune projet en crypto-monnaie, naturellement, on va investir sur une promesse. Donc c'est toujours très dur de savoir si la personne a réellement utilisé les moyens qu'on lui a donnés et a échoué, ou si elle n'a pas essayé du tout et elle est partie avec notre argent. Ce qui, mine de rien, n'est pas du tout le même problème en fin de compte. Là, en l'occurrence, il y avait une promesse qui avait été faite, c'est-à-dire que le fameux Z Casino devait avoir sa propre chaîne, sa propre blockchain. Des utilisateurs pouvaient bloquer de la crypto-monnaie qu'ils devaient pouvoir récupérer à terme, et en échange du volume qu'ils avaient, entre guillemets, déposé sous séquestre, en caution, ils obtiendraient des fameuses crypto-monnaies Z Casino. Ce qui s'est passé, c'est que le jour J, pendant 48 heures, aucune annonce. Et au bout de 48 heures, le site a fait une annonce en expliquant qu'il avait tout simplement saisi la crypto-monnaie des gens et échangé lui-même contre sa crypto-monnaie. Donc il avait fait un échange, sauf que sa crypto-monnaie, c'était une monnaie de singe qui devait être listée sur plusieurs exchanges, mais qui n'a pas été listée. Donc on vous a simplement pris votre crypto-monnaie, on vous a donné quelque chose qui n'a aucune valeur et que vous ne pouvez pas échanger. Et silence radio. Bon, beaucoup de promesses sont tenues, on leur proposait notamment des rendements potentiels et le fait de pouvoir retirer à tout moment la crypto, ce qui n'a pas du tout été le cas, en tout cas ce qui a été modifié un petit peu au dernier moment. Et donc les gens et du coup, il y a encore plein de questions qui se posent. Est-ce que la personne avait réellement pour but de livrer un casino et n'a pas réussi? Est-ce qu'elle avait tout prévu depuis le début, c'est-à-dire proposer des rendements afin que les gens déposent un maximum de crypto-monnaies dans ce séquestre pour à la fin annoncer que finalement on va faire un change forcé de vos crypto-monnaies, vous ne pourrez pas les récupérer? C'est délicat.
il y a un truc qui est important à comprendre, que ce soit des rug pools, que ce soit des investissements, des faux investissements basiques avec des rendements qui sont fous, c'est que l'argent facile n'existe pas. Quand on peut en gagner rapidement, c'est parce qu'on peut en perdre rapidement, surtout dans les crypto-monnaies. Et c'est terrible de le dire, mais la meilleure façon qu'on a de se protéger, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne croient plus au fait qu'on puisse gagner un iPhone quand on reçoit un mail avec une petite pub, qu'on puisse doubler 100 € sur un simple clic sur Internet, parce que ça fait longtemps. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit en général. Eh bien, c'est pareil dans les crypto-monnaies. Si on vous propose de doubler un Bitcoin, pourquoi les gens y croient beaucoup plus ? Parce qu'avec un Bitcoin, c'est possible. Il y a déjà des gens qui ont gagné beaucoup avec les Bitcoins. Pourquoi pas moi ? C'est toujours ça. Et ensuite, toujours une phrase choc, un moyen de vous toucher. D'ailleurs, quand on a un site Internet qui nous fait croire que quelqu'un a une solution magique pour générer de l'argent, évidemment, on va essayer de vous mettre dans la confidentialité. Si c'était vraiment une solution mystère pour gagner de l'argent, il n'y aurait pas un site Internet qui expliquerait ça au public, malheureusement. Bon, Claire, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, et ce que dit Owen est très juste, et ça me fait penser qu'avec la hausse des cours des cryptos, effectivement, cette tentation-là, elle est d'autant plus grande, et donc forcément, on va voir ce type d'arnaque, ou en tout cas de projet, se multiplier, parce que les gens voient aussi des amis autour d'eux qui ont gagné de l'argent. C'est-à-dire quand vous êtes en période de bear market, où finalement personne ne gagne de l'argent, où les cours chutent, quand vous voyez un mail très attractif ou un tweet vous dire « viens doubler ta mise en Bitcoin », en fait, vous vous dites, peu importe, c'est pas le moment, ça marche pas. Ceux qui étaient là en bear market, a priori, sont un peu plus expérimentés que ceux qui arrivent en bull market, et donc qui sont des cibles plus faciles. Owen, attention, on peut aussi perdre 68 millions de dollars en se trompant d'adresse. Hein. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est du poisoning. Voilà, c'est encore autre chose. Donc faites attention aux adresses que vous avez dans vos portefeuilles qu'on vous suggère, parce que quelqu'un peut vous dire, attendez, je vous envoie une petite somme d'argent sympa, mais en fait, c'est pour les utilisateurs plus expérimentés, ça. Parce que quand on fait une transaction à quelqu'un et qu'on connaît son adresse, on a l'habitude de l'utiliser. Et quand on veut lui renvoyer de l'argent dans le futur, eh bien, ça nous arrive de regarder dans notre historique. Sauf que quand on ouvre l'historique dans la blockchain, des fois, il y a des faux comptes qui nous ont envoyé des transactions pour créer des lignes dans nos comptes, donc des transactions de réception avec des adresses similaires. Et donc, quand on réfléchit pas, qu'on fait un copier-coller rapidement, on peut envoyer du vrai argent, finalement, sur une fausse adresse. Et c'est arrivé à un utilisateur ce week-end pour un peu moins de 70 millions de dollars. Ouais, et surtout qu'il se débrouille pour que le début et la fin de l'adresse soient similaires. Ah non, le but, c'est qu'en un coup d'œil, on ne puisse pas les différencier. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut ouvrir l'adresse et regarder l'entièreté de l'adresse pour être sûr qu'elle est bien valide. Et personne ne fait ça. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais en même temps, ça pourrait vous éviter des problèmes. Owen, justement, pour finir sur cette séquence un petit peu arnaque, quels conseils on pourrait donner aux gens pour éviter ce genre de situation ? C'est idiot, mais ce qu'on vient de faire là, on parle de 4-5 méthodes qu'on va vérifier. Et si demain, vous faites un copier-coller rapidement sur une adresse et que vous allez envoyer beaucoup d'argent, vous allez peut-être faire demi-tour pour lire l'adresse en entier. Si vous tombez sur un site qui vous promet un investissement mystère, vous allez peut-être vous dire, mais j'avais entendu des gens qui parlaient de ce... Je vais demander publiquement l'avis à plein de personnes. Et si vous demandez publiquement l'avis à plein de personnes d'un site internet qui vous promet le secret de la richesse, vous tomberez sur des gens qui vous disent, mais c'est une arnaque évidente. Sauf qu'elle est évidente pour nous, parce qu'on est dedans. Elle n'est pas évidente pour les nouveaux entrants. Et c'est ça qui ternit également l'image des crypto-monnaies. C'est pour les nouveaux entrants qu'il y a ce genre de piège, et c'est eux qu'on doit protéger. Toujours dézoomer et bien recouper ses sources, ne pas se précipiter. Évidemment, en clair, on sort des arnaques pour aller en politique. Ça se passe aux États-Unis en novembre. Les États-Unis, le pays, vont élire leur 47e président. Et ce sera peut-être un ancien président, Donald Trump. Il a cette semaine confirmé son intérêt pour les cryptos. Il sera bientôt possible, peut-être, de financer sa campagne présidentielle à lui en crypto. C'est ce qu'il a annoncé cette semaine. Oui, je voudrais quand même relativiser la position de Donald Trump, qui effectivement apparaît aujourd'hui comme étant pro-crypto, mais qui l'est en réalité un peu moins que ça, ou en tout cas qui est beaucoup moins construite que ce qu'on peut imaginer. Je rappelle qu'il y a quelques années, c'était en 2019, Donald Trump avait déclaré qu'il n'était pas fan des cryptos. Et puis en 2021, notamment quand le Salvador avait adopté Bitcoin comme monnaie ayant cours légal, Donald Trump avait carrément qualifié les cryptos d'arnaque en disant que lui, ce qu'il voulait, c'est que le dollar soit la monnaie du monde et que finalement, les cryptos, il fallait quand même réguler ça très strictement. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement un changement de position. Mais c'est un changement de position qui le fait gagner sur le plan électoral, sur le plan financier aussi en partie. On rappelle que Donald Trump a des cryptos, notamment a une collection de NFT. Et on voit bien que par cette position-là, il s'oppose à Joe Biden, qui a une position plus conservatrice, plus stricte en fait sur les cryptos. Et donc c'est un jeu de deux opposants politiques qui doivent de toute façon s'opposer sur quasiment tous les sujets pour satisfaire leur base électorale. Et donc je ne suis pas sûr que Donald Trump il ait vraiment des convictions très fortes sur les cryptos. Alors il a peut-être pas forcément des convictions très fortes, mais son discours évolue. Vous l'avez dit, il était négatif. Puis finalement, encore récemment, il a dit
ça me pose pas de problème. Et maintenant, il se dit favorable et il trouve que la régulation, on va en parler en quelques instants aux États-Unis, empêche le développement de ce secteur. Il dit, quitte à ce que ça se développe, autant que ça se développe chez nous. Je propose qu'on vous pose la question qu'on a posée sur nos réseaux tout à l'heure. Le fait que Donald Trump se dise, en tout cas, de plus en plus favorable aux cryptos, est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose, ou alors ça ne change rien? Sur le sondage, vous avez précisé que c'était oui, une bonne chose à 79% et non à 21%, tout en sachant qu'évidemment, il n'y avait pas la réponse que ça ne changeait rien. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire tous les deux? Claire, peut-être pour Alors, ça dépend de quel écosystème on parle. Alors, je parle de l'écosystème crypto, pour le développement de l'écosystème crypto à l'échelle mondiale. Alors, justement, moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas du tout la même chose selon si on parle de l'écosystème crypto américain, par exemple, qui, en fait, a besoin quand même de soutien politique parce que vous avez certaines personnes, je pense à Elizabeth Warren, qui mène un combat anti-crypto. Donc, pour vous, Claire, à l'échelle de l'écosystème crypto américain. Donc, je dirais que, voilà, au niveau des États-Unis, c'est quand même positif d'avoir des soutiens politiques pour l'écosystème crypto parce que s'ils en ont pas, ce serait assez dramatique. Maintenant, en Europe, Donald Trump a une image désastreuse. Donc en fait, avoir quelqu'un comme Donald Trump qui est pro-crypto, pour le monde crypto en France, en Europe, c'est en fait pas très positif parce que ça donne pas une super image. Donc ce que vous nous dites, c'est positif, ça dépend pour qui en fait. Ouais. Voilà, positif suivant où on se place à l'échelle du globe. Owen. Moi je vais parler d'un point de vue argent, évidemment. On sait, et on va le voir justement, mais Joe Biden a quelques positions qui sont plutôt contre. La Security Exchange Commission est regardée dans le monde entier sur ses décisions vis-à-vis des cryptos. Ça fait peur, ça fait baisser le cours des crypto-monnaies également. Le fait de pouvoir imaginer que le prochain président, qui que ce soit pro-crypto, ou en tout cas c'est l'image qu'il aime bien emprunter en ce moment, et ça l'arrange bien, parce que c'est devenu un sujet totalement politisé. C'est plus une question de pour ou contre une technologie, c'est les rouges et les bleus dans Koh-Lanta, on en est vraiment là. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on va chacun tenir un discours différent en fonction de notre électorat, et on va pousser ça sur le sujet public. D'un point de vue du prix, avoir l'un des deux candidats qui est pour les crypto-monnaies, ça peut justifier d'une chandelle rouge ou d'une chandelle verte le jour où on va savoir qui sera élu, évidemment. Donc ça peut, ça peut un petit peu influencer, en tout cas, mettre de la lumière sur cet écosystème. Et ça, quoi qu'il arrive, ça fait se poser des questions. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on cherche des arguments, on creuse un sujet, et quand on a la tête bien faite, on finit par en tirer des bonnes conclusions. Et Joe Biden, effectivement, Claire, vous nous le disiez, lui est pas spécialement favorable à l'écosystème crypto, à l'inverse de Donald Trump, lui, il prend plutôt ses distances. Oui, en fait, ce qu'on voit apparaître aux États-Unis, mais comme en France et en Europe, c'est une sorte de division entre la gauche et la droite, où globalement la gauche, aux États-Unis, mais c'est un peu partout pareil, est plutôt défavorable aux crypto-monnaies parce que ça reste des actifs qui ont un potentiel monétaire, qu'ils le veuillent ou non, et qui sortent du giron de l'État. Or, on a des gauches aujourd'hui qui sont pas très libérales, qui sont plutôt étatistes et donc qui n'ont pas spécialement envie que la monnaie sorte de l'État. À l'inverse, on a une droite aux États-Unis qui est très pro-business, qui est beaucoup plus libérale et donc qui a moins de mal avec les cryptos. Owen. C'est Joe Biden, je ne sais pas, sur une position très ferme, mais en tout cas, la Maison-Blanche s'est positionnée cette semaine. Pour faire simple, la Security Exchange Commission, régulateur américain, a mis en place une crypto policies, interdisant aux banques d'acheter de la crypto-monnaie. La Chambre des représentants des États-Unis a tout simplement voulu remettre en cause cette décision pour la faire annuler. Et il y a eu une précision de la Maison-Blanche. Si jamais la Chambre des représentants obtenait gain de cause, la Maison-Blanche mettrait son veto pour que cette policy de la SEC soit quand même appliquée. Donc, entre guillemets, et sans autant de précision que dans le discours de Donald Trump, on peut partir du fait que Joe Biden et la gouvernance de la Maison-Blanche aujourd'hui n'est pas aussi favorable aux crypto-monnaies. Après, il y a crypto et crypto. Rappelons que Bitcoin à lui seul est une monnaie libre qui naturellement, quand on gère le fameux dollar américain, cette monnaie qui fait écho dans le monde entier, on n'a pas forcément envie d'avoir de l'ombre sur ce tableau, quoi. Oui, et puis il y a les cryptos, puis il y a aussi la blockchain. Il y a certains candidats qui disent qu'ils voudraient se servir de la blockchain pour inscrire les dépenses de l'État américain pour que ce soit transparent et auditable par tous. Donc voilà, il y a ce sujet en tout cas qui revient. Intéressant, qu'on soit pour, qu'on soit contre, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, peu importe. En réalité, on finit par comprendre comment marche la techno et on va utiliser même en politique un de ces aspects pour tenir son discours. Voilà, et donc on va éduquer les gens sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'écrire publiquement les comptes de l'État sur quelque chose de transparent que n'importe qui peut lire le matin avec ce journal, ça c'est pas moi le seul juge, mais la blockchain permet de le faire. Et c'est ça qui est important. En tout cas, effectivement, on voit que c'est un outil qui existe. Owen, la question que beaucoup se posent, c'est justement la SEC, le gendarme boursier américain. Pourquoi il se focalise autant sur les cryptos ? Il y a Gary Gensler, son président, qui a
qui a donné quelques éléments de réponse à l'antenne de CNBC. Alors comme un chairman de régulateur, c'est un discours qui est toujours sujet à interprétation et jamais très, on va dire, clair, dans le sens où on ne pose pas les choses, on ne dit pas les termes. Je pense qu'on peut utiliser cette forme ici. Il précise que oui, il y a une certaine position, pas contre les cryptos, mais particulièrement attentive aux crypto-monnaies, et ce serait à cause des différents médias financiers qui pourraient avoir une influence sur cet écosystème, et justement aux différentes personnes qui pourraient influencer certaines choses, notamment au niveau des cours, notamment au niveau de cette activité, et donc manquer d'intégrité de marché, quoi. Mais également le fait que, selon lui, je le précise, il y a une part disproportionnée d'arnaques et de dangers, et même d'abus financiers dans cet écosystème. Ce qui est dommage, c'est que quand on dézoome, on le sait déjà, d'un point de vue du blanchiment d'argent, d'un point de vue du financement du terrorisme. Ce n'est pas vrai. Les crypto-monnaies, proportionnellement à d'autres monnaies, ne financent pas plus voire même en tout cas 10 à 20 fois moins en fonction d'une comparaison à l'euro ou au dollar. Par contre, c'est une réalité. Comme c'est nouveau, que c'est technologique et que c'est compliqué, il y a des arnaques. On en a parlé tout à l'heure. Et les gens viennent volontairement mettre ces arnaques sur les crypto-monnaies parce que c'est un domaine où on peut y croire. C'est un domaine où on peut changer la donne ce week-end sur son compte courant. Eh bien non. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques et donc on peut justifier le fait qu'un régulateur se positionne et essaye de protéger les gens dans cet écosystème, sauf que la Security Exchange Commission s'attaque aux acteurs régulés de son écosystème et aux entreprises qui essayent de faire ça bien. Donc ça pose plein de questions, on voit la politique qui s'en empare, c'est un sujet qui est très complexe mais qui n'en est pas moins intéressant. Claire, on voit que tout ça, ces positions répétées de la SEC qui en tout cas semble accorder une importance toute particulière à l'écosystème crypto, on sent que ça commence à en agacer certains dans l'industrie, à l'image de Joe Lubin, l'un des cofondateurs d'Ethereum, qui a répondu indirectement à Gary Gensler en dénonçant ces pratiques. Oui, en fait, ce qu'il dit, Joseph Lubin, c'est que la SEC commence à utiliser la stratégie de la peur envers les acteurs crypto et qu'en fait, la SEC a déjà requalifié l'Ether comme étant une security, mais ne l'a dit à personne. Et donc, le fait officieusement... C'est-à-dire ne l'a dit à personne. Ce que Joe Lubin estime, c'est que la SEC aimerait bien pouvoir dire que l'Ether est une security, mais ne le dit pas franchement parce que ça poserait tout un tas de problèmes vis-à-vis de leurs déclarations précédentes. Pour l'industrie, ça poserait des problèmes politiques aussi. Ça les ferait rétro-pédaler, on va dire, c'est ça qui les ennuie ? Alors déjà, ça les ferait rétro-pédaler, donc ils auraient l'air un peu ridicules. Et puis surtout, ça créerait des tensions avec d'autres autorités aux États-Unis. Je pense à la CFTC, par exemple, qui, elle, estime que beaucoup d'autres cryptos, en réalité, sont des commodities. Et donc, les autorités ne sont pas d'accord entre elles. Ça créerait des problèmes politiques. Et puis, imaginez, si l'Ether est une security, ce que ça veut dire, c'est que la quasi-totalité des cryptos, on ouvre la porte. Bitcoin, en fait, sont des securities, c'est ça que ça veut dire. Et donc, donc c'est vraiment une avalanche de réglementation qui s'abattrait sur l'écosystème crypto. Vous, est-ce que vous y croyez à une requalification de l'Ether en commodities ? J'ai appris à ne jamais insulter l'avenir, surtout dans les crypto-monnaies. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc je considère tout maintenant, même des choses que l'on ne veut pas considérer. Maintenant, je vois difficilement comment et pourquoi. Parce que ça mettrait simplement les États-Unis en marge de cette évolution technologique folle. Donc je pense que ça punirait réellement les États-Unis. Et d'un point de vue finance, ils se mettent quand même rarement en marge des évolutions. Ils essayent de les saisir et ne restent pas à côté. Le dernier point que je vois et qui est important, c'est que c'est encore une position où on ne sait pas à quel point la politique compte. On ne sait pas qu'est-ce qui se dit. Mais en effet, on voit la SEC qui aimerait requalifier Ether en tant que security, alors que c'est la SEC qui a travaillé avec Coinbase pour les lister en bourse au Nasdaq, pour aujourd'hui revenir les voir et leur dire qu'ils ont une pratique illégale et qu'ils avaient distribué une crypto-monnaie qui est en fait une security. Il y a des incohérences, mais je pense qu'on n'a pas toute la grille de lecture. Très rapidement, ce qui peut se passer en novembre prochain avec l'élection américaine, ça pourrait faire évoluer ces choses dans un sens ou dans un autre. Totalement. Ah, bien sûr, et ne serait-ce que parce que le poste de Gary Gensler est en jeu. On ne sait pas si Gary Gensler va rester à son poste après l'élection. Donc, il s'accroche. Bien sûr, ça aurait des conséquences énormes. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal d'acteurs crypto qui reçoivent des wealth notices. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils apprennent officiellement être sous enquête formelle de la SEC. Je pense à Robinhood, par exemple, qui a appris ça cette semaine. Et c'est vrai qu'eux, ils disent, mais attendez, on comprend pas. Nous, on avait justement délisté certaines cryptos comme Solana, Polygon, parce que vous nous aviez dit que c'était des securities. Et maintenant, vous continuez à enquêter parce que quoi ? Parce que l'Ether serait lui aussi une security. Et donc, on voit bien une sorte d'agacement général du secteur. Et forcément, ça, pour les politiques, c'est du pain béni parce que ça fait une position tranchée à prendre pour satisfaire ou non son électorat. Bon, en tout cas, quand ça bougera fort. Très rapidement, il nous reste moins d'une minute. Une bonne nouvelle technique, technologique. Plus d'1 milliard de transactions sur le Bitcoin. Voilà, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que le Bitcoin
Bitcoin existe, Claire. 1 milliard de transactions, c'est un cap symbolique qui a été franchi cette semaine. Exactement, c'est une belle étape symbolique. Alors, on parle vraiment des transactions qui sont faites on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain Bitcoin. Donc, ça ne prend pas en compte, par exemple, toutes les transactions de trading qui ont pu être faites sur des plateformes d'échange. C'est un montant qui paraît élevé, mais qui en fait est assez faible quand on regarde le nombre de transactions par seconde. On doit être à 6, quelque chose transactions par seconde sur Bitcoin. Donc ça reste faible par rapport à des grands réseaux de paiement, mais on estime qu'aujourd'hui il y a des surcouches qui devraient arriver sur Bitcoin et sur d'autres blockchains pour permettre un plus grand nombre de transactions. Surtout que les fameux layer 2 qui sont ajoutés, les transactions dans les layer 2, elles ne sont pas forcément comptabilisées d'ailleurs. Non, elles ne sont pas comptabilisées sur la blockchain principale. Donc dans le milliard, c'est quoi? C'est la blockchain principale. Comme une seule transaction sur la chaîne principale, il peut y avoir des centaines, voire des milliers de transactions sur la chaîne secondaire. Donc finalement, au global, on pourrait arriver beaucoup plus vite aux 2 milliards que le temps qu'on a mis à arriver au 1 milliard. Oui. On espère, bien sûr. Après, c'est vrai que ça fait nombre d'années qu'on parle de ces surcouches et qu'on commence à avoir hâte que ça arrive vraiment et que ça se mette en place à plus large échelle sur le marché. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Claire Balva, directrice de la stratégie de Débloc, et Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Hasher et CEO de Meria. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à lundi 15h. BFM Business, BFM Crypto, les pros.